Salut à toutes et tous. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, merci de me suivre. Pour ceux qui vont me connaître via cette vidéo, et si vous avez vu la précédente ou les précédentes, mais que vous n'êtes pas abonné, partagez, abonnez-vous, un petit like qui fera plaisir. Et n'hésitez pas à partager vos idées, vos envies ou vos questions dans les commentaires. Et je vais vous reparler du soleil en vous parlant du barycentre de gravité, par exemple de notre étoile, et en même temps des multiples formes de révolution entre deux étoiles ou entre une seule étoile. Si nous prenons exemple de notre système, donc il n'y a qu'une étoile, mais son barycentre n'est pas au centre, n'est pas pile poil au milieu de notre étoile. C'est ça qui est un peu, qui peut être perturbant. Il y a plusieurs systèmes, même les planètes avec leurs satellites peuvent avoir un barycentre décalé. Donc je vais vous montrer des images pour que ce soit plus clair pour vous. Sinon, si vous voulez voir à peu près ce que ça peut faire, c'est si vous êtes deux personnes, vous vous tendez la main, vous tenez la main, les bras tendus, vous vous tournez, mais vos mains restent au même endroit. C'est comme si vous touchiez tous les deux un poteau, donc un poteau qui est scellé au sol, ne bougera pas, et vous tournez autour, bras tendus, en tournant le poteau. Donc on va dire que votre barycentre, c'est le poteau, donc vos deux mains jointes, et vous vous tournez autour. Ensuite, il y a un autre système où vous ne touchez pas le poteau. Vous êtes à deux, vous ne touchez pas le poteau, vous tendez la main quand même. Une personne va mettre à 5 cm, sera à 5 cm du poteau. La deuxième personne va se mettre à aller, on va dire, à 20 cm. Votre barycentre, ça va quand même être va changer. Vous serez pas au même, vous serez décalé. C'est-à-dire que ce sera toujours le poteau, mais au niveau du centrage entre vous deux, entre les deux personnes, donc on remplace les deux personnes par deux astres, et votre barycentre sera décalé. Même si on parle du principe que le poteau est fixe, vous êtes décalé au niveau de la distance, vous n'êtes plus à la même distance du centre chacun. Un est plus loin, l'autre est plus proche, et votre barycentre a décalé. Et donc ça peut être ça dans d'autres systèmes solaires. Un barycentre décalé, le barycentre reste toujours le même, seuls les astres seront décalés par rapport à celui-ci. Nous, notre étoile, son barycentre est à l'intérieur, mais décalé de son centre. Et parfois, le barycentre est à l'extérieur. Apparemment, Pluton, avec son satellite Charon, c'est exactement la même chose. Pluton a son barycentre à côté d'elle, et donc Charon et Pluton tournent en même temps ensemble autour du barycentre. Et avec les images que je vous montre actuellement, vous comprenez mieux ce que je veux vous dire. Mais si vous voulez vous-même exercer ça, vous pouvez prendre une chaise, tourner à deux autour, essayer plusieurs distances. Vous tenez la chaise, vous tenez pas la chaise. Par exemple, une personne va marcher proche de la chaise, va faire tout le tour, et l'autre, la deuxième personne, va faire la même chose, mais aller à 5 mètres de la chaise et en courant un peu plus vite. Car la personne qui va faire le tour de la chaise ira beaucoup plus vite pour faire le tour que la personne qui sera à 5 mètres. Donc vous pouvez comme ça un peu imaginer qu'est-ce que ça peut donner comme autre barycentre. Quand on dit barycentre, c'est le système de centrage de l'équilibre entre deux astres. Et maintenant, on passe à la suite pour ce qui est de notre étoile. Une naine jaune sur la séquence principale et le diagramme des étoiles fait par des astrophysiciens.
Alors je prononcerai celle, même si je le prononce très mal. Ceux qui connaissent comprendront. Si vous voulez savoir comment ça se prononce ou comment ça s'écrit, je vous invite à faire vos recherches. Donc notre étoile, avant bien sûr que l'humanité puisse l'observer, il y a eu tout un processus de création du système. Et avant tout cela, avant même la naissance du Soleil, il y a eu un grand nuage de gaz et de poussière qui s'est effondré sur lui-même avec toutes les forces physiques qui ont créé ce qu'on appelle un disque protoplanétaire qui engendre notre pro-étoile, notre proto-étoile si vous préférez, et ensuite il y a eu les protoplanètes. Ce qui se dit dans le cursus scientifique, c'est que c'est Jupiter qui a été créé avant toutes les autres. Et pour parler justement de Jupiter, à savoir que Jupiter, par rapport à l'ensemble du système solaire, c'est 2,5 fois la masse totale des planètes. Et si Jupiter aurait pu amasser un peu plus de composés chimiques ou d'éléments et d'atomes comme notre Soleil qui du nuage de poussière est devenu une proto-étoile et ensuite a réussi à activer une fusion interne qui ensuite a pu être officiellement devenir une étoile. Donc c'est une étoile de type G, une naine jaune. Jupiter n'a pas pu aller jusqu'au stade d'étoile, donc c'est une planète gazeuse. Et, car elle n'avait pas la masse et les composés suffisants pour activer une fusion. Mais à savoir que ça aurait été totalement différent au niveau du système solaire. Et seul dans une dimension parallèle ou seul dans une autre vie, si Jupiter aurait pu être une deuxième étoile du système qui aura fait de notre système solaire, au lieu d'avoir un seul soleil, d'avoir deux étoiles, donc un système double, si dans cette histoire parallèle, l'humanité aurait pu naître dans ce système double, nous peut-être nous verrions deux soleils, comme ça peut être le cas sur d'autres planètes. Je ne parle pas des films de science-fiction, mais sur d'autres planètes qui sont à une distance que les scientifiques estiment en zone habitable par rapport à une étoile, et un système d'étoiles de plusieurs ou de deux étoiles, pour que une probable existence de vie puisse se faire, nous pourrions voir deux étoiles au lieu d'une. Et pour revenir à Jupiter, qui est 317,8 fois, on va dire au niveau de la masse, supérieur à la Terre et 11 fois plus large que la Terre. À savoir que la Terre est c'est 5,9736 fois 10 puissance 24 kg. Donc entre guillemets c'est 5,97 millions de tonnes métriques. Voilà, c'est à peu près les grandeurs d'unités pour notre planète. Donc c'est pas 5,97 tonnes, c'est 5,97 tonnes métriques. Après, je vous laisse vous faire vos recherches. C'est toujours intéressant de regarder vous-même si ça vous intéresse. Et pour en revenir à notre Soleil, donc, qui après avoir été une protoplanète est devenue une planète, toute l'organisation du système solaire dans un déchaînement de fureur pas possible
a engendré le système que nous pouvons observer grâce au télescope aujourd'hui, ou les étoiles les planètes que nous pouvons observer de notre système en dehors de Uranus et Neptune. Donc notre étoile qui, avec son processus en cours des atomes d'hydrogène qui fusionnent pour créer de l'hélium, qui devrait perdurer encore 5 milliards d'années avant de devenir une super géante. Non, pas une super géante, mais une géante rouge. Pas une super géante, mais une géante rouge, car notre étoile n'a pas les caractéristiques pour devenir une super géante, mais une géante rouge. Et donc nous pouvons aussi observer, grâce à plusieurs longueurs d'onde différentes, donc les longueurs d'onde de la lumière, nous percevons un petit spectre de la lumière, mais la lumière a aussi donc, tout ce qui est ondes radio, micro-ondes, rayons X, infrarouge, ultraviolet et rayons gamma. Ce sont les spectres de la lumière et qui voyagent tous à la vitesse de la lumière. Et nous voyons qu'une petite fragmentation. Donc quand nous voyons un arc-en-ciel, en gros nous voyons ce que l'humain peut observer avec ses yeux. C'est-à-dire que grâce à l'humidité, nous pouvons voir les couleurs que nous pouvons observer du spectre lumineux. Et chaque composant chimique traversant la couche de l'atmosphère crée sur le spectre lumineux crée des raies d'absorption. Et à l'inverse, il y a d'autres astuces pour connaître la composition chimique de l'étoile. Mais moi, je vais vous parler des raies d'absorption, c'est-à-dire que sur une bande de couleur donc, qui correspond aux atomes et aux molécules, chaque raie, au niveau de chaque composant chimique, va correspondre à une absorption de l'atmosphère par rapport à la lumière par rapport aux rayons du soleil qui arrivent jusqu'à nous. En sachant que les rayons du soleil nous arrivent 8 minutes après avoir quitté les particules en tout cas, les particules qui nous arrivent jusqu'à nous ont parcouru une unité astronomique, ce qui correspond à 1 500 000 de kilomètres, donc qui a été créé en unité astronomique par l'Union internationale astronomique. C'est pour pouvoir avoir une meilleure évaluation des distances, car pour ceux qui ne le savent pas, les distances dans l'espace sont énormes entre tous les corps célestes. C'est comme dans les ceintures d'astéroïdes, celle de Kuiper ou le nuage d'Oort, le nuage qui est censé créer le nuage d'Oort, la ceinture de Kuiper qui est comme la ceinture intérieure d'astéroïdes qui elle a bien été validée. Quand nous voyons dans les films qui se sont peut-être à 10 mètres ou 100 mètres de l'un de l'autre, en réalité les distances ils sont énormes, et avec toutes les sondes qui sont parties et qui ont traversé justement cette première ceinture d'astéroïdes, donc juste après Mars, donc côté système solaire intérieur, la plupart, en tout cas pour celles qu'on a eu des nouvelles, ont traversé ces ceintures d'astéroïdes sans aucun problème. Et donc notre Soleil qui aussi a été étudié depuis très 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 longtemps grâce à des sondes et des télescopes, des observateurs spatiaux, des sondes aussi également, et l'observatoire spatial.
des observateurs spatiaux et des télescopes spatiaux. Comme les derniers en date, il y a Solar Orbiter et Parker Solar Probe, qui porte le nom d'une personne qui actuellement est décédée, mais elle portait le nom pour la première fois d'une personne qui était encore en vie. Donc ces deux sondes-là vont parcourir, on va dire, vont parcourir le Soleil de long en large avec des multiples révolutions autour du Soleil pour nous apprendre encore un peu plus. En tout cas au niveau de sa surface, au niveau de ses éjections de masse coronale, et surtout ce qui intrigue les scientifiques, c'est la différence de température entre le cœur du Soleil, la surface qui est plus froide, et pourtant l'atmosphère solaire, c'est-à-dire à plusieurs milliers de kilomètres, est plus chaude que la surface du Soleil, et ça perturbe énormément les scientifiques. Et du coup, ces deux sondes-là, donc Solar Orbiter et Parker Solar Probe, vont peut-être aider à élucider ce mystère, car l'atmosphère du Soleil est estimée, je crois, à une température nettement supérieure à celle de la surface. Et forcément, au cœur de l'étoile même, forcément la température est forcément énorme. Et je ne veux pas vous dire les degrés, enfin je ne veux pas donner les valeurs de température. Je vous laisse vous-même aller profiter de cela. Et pareil pour les images que vous avez vues des différentes longueurs d'onde prises avec les images du Soleil que je vous remets là actuellement et que vous avez vu auparavant. Je vous laisse également découvrir quelle couleur correspond à quel type d'onde, à quel type de longueur d'onde, je veux dire. Soit gamma, soit rayon X, soit micro-ondes, soit radio, soit lumière visible, soit ultraviolet. Et sur ce, je vous dis, n'oubliez pas d'observer votre céleste. Ciao! Salut à toutes et tous. Donc, ici, nous avons le petit guide solaire. En fait, il y a un petit rond que vous ne voyez pas correctement, mais en fait, le petit trou ici, c'est pour concentrer le petit cercle que vous voyez là, le Soleil. Il faut le centrer à travers un rond légèrement enfoncé. Et surtout, ne jamais regarder le Soleil sans le filtre. Là, ce petit morceau est un morceau spécial pour pouvoir observer le Soleil, comme je peux vous le montrer dans l'oculaire. Mais en aucun cas, jamais regarder sans ce type de filtre là. Sinon, ça va faire mal. Allez, ciao!